Étant gamin, je me faisais harceler. Rien de bien extraordinaire comme début de récit, mais ça fait partie de ce que je suis et de ce qui m'a poussé à faire ce que je m'apprête à faire. Les moqueries portaient sur mon poids, principalement, et aussi sur mes oreilles décollées. Le surnom qu'on me donnait souvent était Dumbo. Au début, j'essayais de faire semblant d'en rire pour que mes camarades arrêtent, comme m'ont conseillé mes parents, mais ça n'a pas fonctionné. J'aurais dû m'en douter. Ils prenaient ça pour des jeux de gamins, et ils avaient trop de travail pour y penser. Ils étaient très occupés. Je ne leur en veux pas d'avoir été absent. Ils faisaient ça pour qu'on vive bien. Comme souvent, les surnoms se sont transformés en poussées, pour voir si je me mettais à rouler sur le sol, puis par des coups, pour voir si ça rebondissait. J'ai compris trop tard qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de rire avec moi, mais qu'ils ont toujours voulu rire de moi, ensemble. Avant même que je ne me sois rendu compte de quand et comment ça avait vraiment dérapé, je finissais par être tabassé presque tous les jours pendant les pauses. Paradoxalement, ça ne m'a pas fait maigrir. J'ai fini par commencer à me mutiler. Et ça, c'est un point clé dans ce que je suis devenu. Je me mutilais tous les soirs, jusqu'à ce que mes bras finissent par ressembler à des codes-barres géants. Certains de mes camarades, en le voyant, mimaient même le geste de les scanner, en faisant « Bip bip, saucisson à 2,50 €. Ils avaient de l'humour, pas vrai? C'est vrai que c'était un peu drôle quand on y pense. Et tu sais quoi? Je ne leur en veux même pas. Non, parce que grâce à eux, j'ai fini par découvrir quelque chose de très intéressant. Que j'adorais ça. Plus encore que la sensation de douleur physique qui éloignait la douleur psychologique, j'ai perçu quelque chose de plus. Une exaltation. Je me rappelle que c'était la 5e fois que je m'étais lacéré les avant-bras. C'est cette fois-là que j'ai enfin admis ce que je n'osais pas m'avouer lors des précédentes fois. L'extase de cette sensation qui me rendait vivant. Mais un petit problème s'est posé. J'en voulais plus. Mais mon corps n'était pas immortel pour autant. J'ai fini par me sentir m'évanouir, tandis que je me découpais. Et ça m'a fait comprendre que je n'allais pas pouvoir continuer. Ce qui m'attristait vraiment était de ne pas pouvoir profiter de cette exquise douleur, encore et encore. J'ai bien tenté alors de me faire mal par d'autres moyens qui ne feraient pas couler mon sang, mais ce n'était pas la même chose. L'odeur et le goût du sang que je léchais parfois sur mes bras, légèrement salé, était un ingrédient nécessaire pour que je puisse y prendre plaisir. Tu comprends? J'étais jeune et impulsif. Je ne connaissais pas bien les limites de mon propre corps. J'ai fini par aller trop loin et me réveiller à l'hôpital, sans mes parents. À peine m'étais-je réveillé qu'une infirmière m'a expliqué où j'étais et qu'on allait s'occuper de moi. J'ai récupéré. Mais quelle frustration était-ce de ne pas pouvoir me blesser comme je le voulais. J'étais en cruel manque. Et le personnel médical l'a bien compris. On m'a fait voir une assistante sociale qui m'a aidé, Madame Sophie. Quelle scène de film cliché c'était dans ma tête. Parce que je la voyais comme un ange sauveur. Rends-toi compte, c'était la première personne à m'avoir parlé avec bienveillance et avoir semblé comprendre mon état. Enfin, elle se fourvoyait en pensant que mes mutilations étaient un signal d'alarme, un appel à l'aide. Mais c'était plutôt logique de penser ça. Je ne lui en veux pas. Comment aurais-je pu? Elle est celle qui allait me permettre de m'en sortir. Je ne lui ai pas parlé de ma passion pour la souffrance et l'hémoglobine qui coulait le long de mes bras, mais je lui expliquais fidèlement la façon dont cette pratique avait commencé. Nous discutions de solutions pour que je diminue la fréquence de mes mutilations. Elle me donnait des petites astuces. Nous parlions de mon retour en cours, de la façon d'aborder le harcèlement et de comment m'en défendre, de ma relation à mes parents, de mes hobbies parfois. J'ai tant discuté avec Madame Sophie que j'avais l'impression de la connaître parfaitement. J'ignore combien de séances j'ai bien pu passer avec elle, mais plus elle me parlait, plus je savais quelle était ma solution, que j'avais besoin d'elle. Au détour de nos conversations, elle a mentionné de manière assez évasive mais explicite qu'elle était seule et socialement plutôt isolée en dehors du monde du travail. Le jour où elle m'a annoncé qu'elle allait démissionner de cet hôpital et rejoindre un cabinet, tout en me rassurant sur le fait que nos séances allaient pouvoir se poursuivre, j'étais tellement heureux. Cela dit, je n'ai en réalité jamais arrêté de me lacérer. Au contraire, je le faisais tous les jours en pensant à elle.
J'avais juste trouvé des techniques pour perdre moins de sang. Et je me découpais à d'autres endroits pour ne pas qu'elle le remarque en me demandant de montrer mes bras. À chaque fois je pensais à elle. J'avais terriblement envie de me faire mal. Seigneur, que la regarder dans mon esprit rendait ces moments encore plus orgasmiques. Un soir, je me suis même masturbé en me coupant la cuisse de l'autre main, une photo d'elle sur mon téléphone devant les yeux. Jamais je n'avais joui aussi fort. Je savais que j'allais devoir passer à l'action bientôt. Quand nous avions terminé la séance, en fin de journée, je l'ai suivie jusqu'à chez elle et je l'ai assommée. J'ai pris ses clés dans son sac et je l'ai traînée jusque dans son salon. Après l'avoir solidement attachée, je suis rentré chez moi pour piquer un peu de la drogue mal planquée de mon père et de l'alcool, le tout mis dans un sac avant de sortir. Je suis revenu chez Madame Sophie, qui a écarquillé les yeux de peur en me voyant arriver. « Chut, c'est moi Madame Sophie, tout va bien, je ne vais rien vous faire de mal. » Elle a paru extrêmement confuse, mais je lui ai bien expliqué mon projet pour la rassurer. « Écoutez Madame Sophie, je dois vous avouer quelque chose. J'ai jamais arrêté de me mutiler. Je suis désolé de vous avoir menti, mais sachez que c'est pas de votre faute, d'accord ? Malheureusement, je perds trop de sang, et je veux pas mourir. Lorsque même si je me déteste, je veux encore connaître cette sensation. Vous comprenez ? Je vais pas vous mutiler, n'ayez pas peur. Je dois me mutiler moi, parce que c'est moi que je déteste et que je répugne. Mais j'ai pensé à quelque chose pour continuer à le faire sur moi, à l'infini. Il faut que j'ai un enfant. Un enfant qui sera à moitié moi. À moitié comme le tas répugnant, dégoûtant que je suis. Que je veux couper et saigner comme le sale porc que je suis. Et c'est vous qui allez le porter. Je suis désolé de vous infliger de porter l'enfant de quelqu'un de dégueulasse comme moi. Mais il n'y a pas d'autre solution. Vous comprenez ? Je l'ai drogué et bourré pour l'amener jusqu'à chez moi. Mes parents ne rentrent même plus dans ma chambre. Alors, je l'ai attaché et bâillonné dans une de mes grandes armoires, bien cachée derrière des vêtements au cas où. J'ai essayé d'aménager un espace pour qu'elle ne soit pas trop inconfortable et puisse faire ses besoins sans trop de problèmes. J'ai arrangé l'intérieur de mon armoire pour éviter qu'elle puisse alerter quelqu'un en cognant contre les parois de celle-ci. Tout était prêt. J'ai fini par réussir à la mettre enceinte. J'avais juste à attendre que la nature se fasse, et je continuais de me mutiler en attendant ce moment fatidique. Chaque jour, je rentrais avec la boule au ventre d'imaginer que la police ait pu la retrouver là, et que tout mon plan tombe à l'eau. Plus je voyais son ventre gonfler au fil des mois, plus je m'impatientais. Je rêvais plus que tout de découper ce petit être dégueulasse qui allait en sortir, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un amas de chair difforme. Et quand la grossesse a atteint 8 mois, j'ai perdu patience quand je suis rentré. Ça m'avait obsédé toute la journée, à tel point que je n'avais rien écouté du tout en cours, et que je n'en avais eu rien à foutre de mon harcèlement. J'ai sorti Sophie de l'armoire, en sueur et en perte totale de mes moyens. J'ai pris un grand couteau dans la cuisine, et j'ai découpé son ventre à vif. J'ai percé la poche d'eau, et j'en ai sorti le bébé, coupant le cordon ombilical. Comme je le pensais, il était répugnant, flétri, minuscule. Je l'ai jeté sur mon lit, et je me suis acharné dessus avec la lame. J'avais prévu de le lacérer tout doucement pour bien le faire pleurer à la naissance, mais le dégoût que j'avais ressenti était trop fort. Il n'a pas fallu longtemps pour que ma chambre entière soit recouverte de morceaux de chair. Quand l'adrénaline est redescendue, j'ai regardé Sophie, morte sur sa chaise, devant mon armoire. J'ai fondu en larmes, et je me suis blessé encore et encore en hurlant, jusqu'à m'évanouir. J'ai été envoyé en prison pendant des années. Le suivi psychologique a été très long. La réhabilitation a été difficile. Mais maintenant, je vais mieux. Je vais mieux car je t'ai toi, mon enfant. Je vais mieux car, pour toi, j'ai attendu que tu sois né naturellement. Je vais mieux car je sais me contrôler et attendre pour te mutiler. Juste assez pour que tu ne meures pas et recommencer.